Pardon. Donc là, nous allons pouvoir passer au point 4. Le point 4, c'est le budget le BP 2021. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le BP intègre les résultats de 2020. Donc, on ne sera pas obligé en juin 2021 de faire un BS supplémentaire pour y affecter les résultats, puisque je vous ai présenté le BP. Aujourd'hui, on fait l'économie de cette manip. Voilà. Donc, vous n'allez pas être surpris. C'est la même présentation. Voilà, le budget prévisionnel de 2021. C'est un petit crops, mais qui vous donne, qui vous dit un petit peu comment ça se passe entre les recettes, les dépenses. Voilà, c'est un beau circuit. Tout ça revient pour constituer le budget. Donc on repart sur le budget de fonctionnement avec ces dépenses de fonctionnement. Alors je vous ai mis le détail, là je ne le ferai pas. J'ai voulu être très détaillé, puis en fait ça ne sert à rien. Les achats et variations de stock, que vous rassurez-vous, on retrouve exactement les mêmes postes entre 2020 et 2021, ce qui semble complètement logique. Donc vous y voyez sur ce chapitre 60 une petite augmentation de 5%. Voilà, avec des postes, enfin je vais le mettre comme ça parce que je ne vois pas bien. Donc c'est les variations et les achats de stock. Voilà. Donc c'est tout ce qui là aussi fait fonctionner, ce qui fait fonctionner la mairie. Et au titre de ce chapitre 60, on a prévu une petite augmentation de 1,53% ou 1,53%, en passant de 796 000 à 800 000 euros. Donc là, c'est pas exceptionnel en soi, mais il y a une légère augmentation, toujours avec mes graphiques derrière. Les charges externes, elles augmentent de 7% sur des points précis. La maintenance, on a plus 13%. On a fait le choix de prendre des... Alors, le chiffre, le pourcentage, certaines fois, peut paraître énorme, mais enfin, quand on le ramène au montant, j'allais dire, c'est pas ridicule, mais c'est pas grand-chose. 6660 sur 3900, c'est pas énorme, c'est pas ça qui va grever le budget. Enfin, bon, ça rentre... C'est partie prenante dans ce chapitre 61, donc on a tout indiqué. Donc, mon petit crops derrière, qui est le reflet du tableau précédent. Je vous laisse le regarder parce que... Alors, toujours la même légende. Hein, la colonne rouge, c'est le budget en cours. Tout à l'heure, c'était le CA de 2021. Aujourd'hui, sur ce slide-là, c'est le BP de 2021. Les autres services extérieurs, eh bien, quand vous voyez une petite étoile, c'est qu'il y a un machin. Voilà, les concours d'hiver. Donc, ça vous donne les augmentations parce que Monsieur Fouerté, pardon, a fait vous a mis 2020 et 2021, ça permet de comparer. Et ce qu'on avait prévu en 2020, ce qui a été fait en 2020, donc pour rappel, on avait fait 38, on a mandaté 39, et là on prévoit 41. Et puis sur les autres services, on passe à 21 500, alors qu'on a fait presque 16 500 sur 2020. Si je reviens à mes tableaux, et microbiards derrière, les impôts et taxes, on reconduit, donc il n'y a pas grand-chose, hein, 11 300, il n'y a rien, on est à 0%, donc celui-ci il ne bouge pas. Les charges, toujours le chapitre 11, donc le fonctionnement de la maison, on fait plus 3,43%, on était à 1,624, on passe à 1,679, c'est pas, le montant n'est pas énorme. Si je vous mets les charges de caractère général, vous voyez le détail pour certains postes. Sur 60-42, on fait plus 29 000 euros. Entre autres, ça se justifie sur les goûters périscolaires et sur la cantine. On fait plus 15 et plus 11.
Sur la fourniture, par contre, des petits équipements au titre de l'article 6632, on fait moins, on fait 19 000 en moins, puisqu'on a prévu moins de travaux de régie, en régie, ou de régie, en régie. Les locations immobilières, on fait plus 10 500. Entre autres parce qu'on a le festival de la Porte Sud, si je ne dis pas de bêtises, qui a lieu tous les 2 ans, et il aura lieu cette année. Donc, on fait plus 10 500 dessus et plus 5 500. Alors, 5 500 sur la location d'un véhicule électrique, parce que pour les espaces verts, donc pour Guillaume vous en dira peut-être un peu plus, mais pour aller faire court, il y a un véhicule qui est tombé en panne au niveau du service espace vert. C'est un véhicule qui avait été acheté en 2003, qui vaut plus un clou, et si on faisait les réparations, on en avait pour presque 7 000 et quelques euros sur un véhicule qui ne vaut plus rien. Et on a fait le choix de prendre, dans un premier temps, parce que ce n'était pas budgété, l'achat d'un véhicule n'était pas budgété, donc on a budgété simplement une location mensuelle d'un véhicule électrique. Donc, en liant, il fallait répondre à 2 impératifs. Avoir un véhicule, ça c'était une chose, pour que les gens puissent travailler, et puis mettre un petit peu, même beaucoup, d'énergie autre que des énergies fossiles, comme le gasoil. Et on a fait le choix de prendre un véhicule électrique. Donc ça n'influe pas énormément sur le prix, mais c'est parce qu'on le note, c'est important. Sur les terrains, on fait plus 10 000 parce qu'on on aménage un parcours d'orientation, et puis on a aussi un budget. Quand on met un budget amiante, malheureusement, on est obligé de payer des gens qui font des dépôts sauvages, et ça nous coûte relativement cher tous les ans, ce qui est un petit peu scandaleux, mais on n'y peut pas grand-chose. Et fêtes et cérémonies, toujours ce festival de Porte Sud, on met plus 10 185 euros. Sur les dépenses de fonctionnement en charge de personnel, alors oui, là je vais pouvoir répondre à M. Burnot, puisque vous nous aviez posé une question en commission sur les plus 45 000, rappelez-vous. Vous vous inquiétez de savoir comment on pouvait trouver 45 000 alors qu'on avait des départs et tout ça. Donc la réponse, eh bien, je vous la donne. Sur les 45 000, donc au titre de l'article 64-118, on a donc cette somme-là. Bien qu'il y ait eu des départs en retraite, un départ en retraite, comme vous le savez aussi bien que moi, c'est pas forcément une suppression de postes. Donc ça a été comblé, bien évidemment, et on a fait l'embauche de 2 nouveaux agents. On a nommé 3 agents en tant que stagiaires de la fonction territoriale. Donc ça, c'est un coup. Et on a aussi augmenté l'origine indemnitaire suite à l'évolution de poste pour 2 agents. Ces 2 agents ont des responsabilités supérieures à ce qu'ils avaient avant, ce qui a justifié une augmentation de l'origine indemnitaire. Ce qui, pas bon an, mal an, mais si vous faites le compte sur une année, ça fait plus 45 000 euros. Voilà, ça j'espère avoir répondu, mais si vous voulez plus d'explications tout à l'heure, vous me le direz, mais c'était les éléments de réponse que vous souhaitiez avoir l'autre jour lors de la commission. Sur les rémunérations, l'augmentation de la rémunération des non-titulaires, alors ça rejoint ce que vous disiez, Madame Douveau, tout à l'heure, au titre de l'absentéisme, parce qu'on est obligé de combler un certain nombre de choses, même si on est dans la moyenne, et on va pas s'étendre sur cette notion de moyenne, pas de moyenne, mais c'est effectivement, on a mis plus 66 000 euros donc, sur les rémunérations des non-titulaires. Donc ça, c'est un point. Et puis, les cotisations pour assurance de personnel, rappelez-vous, nous avons voté lors du Conseil de juin, tout pareil, une augmentation du taux de cotisation qui est passé de 5,5 à 7,2, qui s'ajoute également à une augmentation de la masse salariale. Donc ça nous fait une augmentation sur ce poste de 64,55 de plus 32 000 euros. Ce qui c'est l'explication de l'augmentation de cet article, de ce poste-là. Mais c'est l'évolution du taux avec une augmentation, cumulée avec une augmentation de la masse salariale. Le petit crevard qui est derrière, qui fait joli dans le tableau. Les dépenses de fonctionnement, alors là,
j'ai 4 étoiles, donc j'ai 4 slides à vous présenter. Les redevances pour concession en licence, alors, ce sont les outils logiciels que l'on achète. Donc on a mis plus 10 500 €. Je vous ferai pas l'article sur le scandale des paiements de licence et de maintenance informatique tous les ans qu'il nous faut payer pour qu'on puisse continuer à utiliser les logiciels. Ça, c'est tiroir de caisse de l'informatique. Les autres contributions obligatoires, eh bien, au titre de la loi Blanquer, on a budgété, là aussi, parce qu'on se doit, on est obligé, plus 58 530 €. Donc là, on ne choisit pas. Le CCAS, alors vous pourriez poser la question, pourquoi le budget du CCAS est en baisse? En fait, il n'est pas en baisse. Il fait moins 17 000 € parce que la directrice qui était en poste est partie en retraite et elle a été remplacée à hauteur d'un emploi à 50%. C'est-à-dire que c'est la directrice de l'enfance jeunesse qui est devenue aussi directrice du CCAS et elle partage son temps entre les deux. Mais d'un emploi à temps directrice du CCAS, on est passé, on va dire, un emploi à mi-temps, ce qui n'est pas tout à fait, enfin, c'est pas le bon terme, mais ce qui justifie les moins de 17 000 € sur cet article du CCAS. Et puis, sur les autres organismes, donc la cantine de l'école privée, en accord avec le GEC, et on vous a soumis lors du dernier conseil municipal la nouvelle convention qui lie la commune avec le GEC. Et au titre de cette nouvelle convention, eh bien, il y a une évolution de la participation de la commune sur le prix du repas, toujours pour les enfants des résidences orinières, on s'entend bien, on a fait un peu de distinguo. Et cette année, on passe d'une participation de la commune de 1,60 € à 1,28 € pour arriver, alors on sera dans 4 ans, si je ne me trompe pas, oui, dans 4 ans, la subvention, elle sera à 0. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de subvention repas, c'est ce qui est écrit dans la convention, dans la mesure où, à cette époque-là, la cuisine centrale sera effective, enfin le fonctionnement de la cuisine centrale sera effective, et les enfants de l'école privée pourront bénéficier, tout pareil, ou pourront aller et bénéficier des repas de cette cuisine centrale. Donc, mais ça, c'est la convention qu'on a signée il y a un mois, un peu plus. Donc, mais ça se retrouve dans les comptes. Donc, c'est des sommes qui ne sont pas négligeables. 39 000 €. Voilà. Pardon, je suis allé trop vite. On fait d'autres, au titre des autres contributions. En 2020, par exemple, sur les assos musique et danse dans le Loir, si je ne me trompe pas, on avait mandaté 12 600, on prévoit 13 000. Et sur la redevance, une redevance spéciale au titre de Nantes Métropole, on passe de 2 500 à 5 700. Ce qui nous fait une augmentation. Alors, entre BP, on passe de 18 400 à 18 700 mandatés, on était à 15 000. Ça, ce sont les subventions qu'on donne à toutes les assos des Sorinières. Alors, ça fait l'objet de 2 diapos parce que des associations aux Sorinières, il y en a quand même beaucoup. Et on a fait en sorte, avec M. Talbonne, de répartir et de répondre à toutes les demandes qu'on a eues. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une association qui bénéficie d'une dotation cette année qui n'en avait jamais reçu jusqu'à présent, pour la bonne et simple raison qu'ils n'avaient jamais rien demandé. Mais c'est pas pour... ils existaient. Et donc, cette année, ils ont une dotation. Voilà. Donc, on a réparti les assos entre tout ce qui a trait à l'enseignement. Donc, c'est pour ça que vous voyez l'école de musique et pour ce qui est une dotation pour le Clos du Moulin, le Clos du Moulin de Foix, le primaire et maternelle, l'école Sainte-Marie. Donc, il n'y a pas de distinguo entre les deux écoles. L'école Sainte-Marie, aujourd'hui, elle a 5 000 et quelques. Voilà. Et le Clos du Moulin, si vous faites le calcul, on ne doit pas être loin de la même chose.
On a les assos qui sont avec compétition, c'est-à-dire le foot, le basket, le badminton, voilà. Donc on a fait là aussi, on a fait un distinguo entre celles qui avaient un objet avec un caractère compétitif et pas les autres, parce que leurs besoins peuvent être plus importants. Donc ça, c'est la première partie de ce qu'on donne aux assos. La deuxième partie est ça, et vous avez le calcul en bas. Donc on va octroyer aujourd'hui, pour l'année 2021, 87 563 € aux associations des Sorinières, ce qui n'est quand même pas négligeable. Même si ça peut vous paraître du saupoudrage, ça ne l'est pas, parce que ça correspond à des demandes. Et ces sommes-là n'ont pas été octroyées au hasard et au dos mouillé. Elles sont vraiment le reflet de ce qui nous a été demandé. Et pour octroyer ces subventions, ça fait l'objet d'une... C'est-à-dire que ce n'est pas un questionnaire qu'on envoie aux assos, mais on leur demande l'état de leur trésorerie, leurs besoins et tout ça. Donc il faut être clair. Si on leur donne ça, c'est en regard de ce qu'ils nous ont donné comme chiffre. Donc vous voyez les assos à caractère non compétitif, des assos qui ont trait à la santé, le social et les loisirs. Voilà, tout ça pour un montant de 87 563 €. L'année dernière, on était à 86 170. Pour être tout à fait clair avec vous, je crois que dans le budget, on a dû mettre 90 000 €. Donc on a une toute petite marge au cas où il nous manquerait quelque chose. Donc c'est pas le bon. Donc vous verrez plus tard. Donc voilà un petit peu. C'était important que vous le sachiez parce que on n'est pas sans aider les associations. On a été à leur écoute pendant l'année 2020 aussi. Donc, si elles ont eu besoin ou si elles avaient besoin, elles savaient qu'elles pouvaient venir. Madame la maire a fait une réunion avec tous les présidents d'assaut au cours de l'année. Donc, il n'y a pas eu là-dessus. Il y a vraiment une transparence et un travail en commun. Voilà. Les dépenses de fonctionnement, on vient de le voir. Les charges financières, pareil, ça ne bouge pas beaucoup. On est à plus 0,21%. C'est des chiffres sur lesquels on maîtrise. C'est pas qu'on maîtrise rien, mais c'est des chiffres qui sont dans le dur. Là, c'est bon. Les charges exceptionnelles. Donc, en charges exceptionnelles, on a plus de 14 000 € pour la participation de la commune au fonctionnement du groupement de la cantine centrale. Donc, la cantine centrale, le groupement de la cantine centrale n'est pas encore effectif, le fonctionnement n'est pas effectif, mais le groupement est en place. Il y a un président, tout un tas de choses. Et nous, on participe à hauteur de 14% du budget. Donc, notre participation est de cette année, à ce titre-là, de 14 000 €. C'était à noter. Pardon, excusez-moi. Les dotations, il n'y en a pas sur ce chapitre-là. Les atténuations de produits, eh bien, la loi SRU. Alors, on a une évolution de notre taux de prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU. Pourquoi ? Parce que on augmente notre nombre de logements à caractère social. Et en dessous, vous avez le calcul. Et aujourd'hui, il nous manque, au titre de cette loi, si on voulait être pile poil, il nous manque 45 logements. Et quand il nous manque des logements... 450, j'ai oublié un zéro. Oh là. J'ai oublié. Ça serait beau, 45, excusez-moi. J'ai oublié le zéro. Le taux SRU, pour être dans la norme, c'est 25%. Donc nous, on est à 12. Oui, c'est ça, on n'est pas bon. Enfin, on n'est pas bon. C'est pas qu'on n'est pas bon, on n'a pas encore atteint. Mais enfin, vous multipliez le nombre de logements manquants par 260 € et ça vous fait la contribution que l'on doit. Mais voilà. C'est important de le savoir parce que ça participe au budget. Les dépenses de fonctionnement, là vous retrouvez les chiffres, le virement à la section d'investissement, dont on parlait tout à l'heure.
Les opérations d'ordre, c'est des opérations d'ordre, donc en plus ça ne bouge pas énormément, mais c'est des choses qu'il faut indiquer. Les transferts de charges financières, il n'y en a pas. Les dépenses imprévues, comme l'année précédente, en 2020, on a remis 50 000 euros, sachant qu'on a... Non, pardon, on a mis 100 000 euros, alors qu'on avait mis 50 000 euros les années précédentes, excusez-moi. Donc la synthèse sur les dépenses de fonctionnement, on a eu une augmentation de 5,94% par rapport à 2020. On passe d'un budget de 7 811 483 euros à 8 935 355 euros. Si on fait, j'ai toujours mon petit cochon à 5, alors je ne sais pas s'il est des dollars ou des zéros, mais enfin bon, peu importe. Les recettes de fonctionnement, vous retrouvez les 196 303,68 euros pour lesquels vous me posiez la question tout à l'heure, donc ils sont là. Les atténuations de charges, les remboursements sur les rémunérations de personnel, donc ça, M. Bourneau, c'est les 45 000. Les opérations d'ordre de transfert financier, de transfert charges financières, c'est les immobiliers, les IMO, les codes par des subventions, les reprises sur amortissement, on fait moins 60, mais là aussi, on propose, c'est des sommes qui ne sont pas forcément exceptionnelles, entre ces 11 000 euros. L'année dernière, on était à 23 000. C'est pour dire, on fait moins. Les produits de services, eh bien, on fait moins 10% sur les produits de services. Alors, on a minoré un certain nombre de choses. On a préféré faire une baisse de 128 565 euros par rapport au BP, entre autres sur 3 articles importants. Le 70 632, moins 28, les redevances et droits de service à caractère social, 50 000, et les garderies périscolaires, moins 39 000. On a préféré prendre une position basse, même si demain, on peut espérer que ça soit un peu plus. Mais on a préféré se positionner en étant prudent sur une inscription budgétaire à la baisse. Donc, en recette, ça se traduit ici avec ce moins 10,54. Mon petit crops derrière. Les recettes de fonctionnement, impôts et taxes. Alors, impôts et taxes. La taxe foncière et d'habitation, vous savez qu'on fait plus 126 000 euros. Alors, on fait plus 140 d'un côté, moins 15 de l'autre. Taxe foncière et d'habitation, vous savez que maintenant ça va plus s'appeler les taxes d'habitation, puisque c'est une dotation qu'on reçoit du département sur le bâti. Donc voilà. Et puis la taxe locale sur la publicité extérieure, on a baissé de 15 000 parce que même si l'année dernière on a fait moins suite à une décision qu'on avait prise en conseil municipal, on s'est rendu compte aussi que la surface des enseignes publicitaires au sein des entreprises avait baissé, ce qui est aussi pour les entreprises une façon de réduire un peu les coûts. On a préféré, même si la somme n'est pas énorme, on a préféré inscrire 15 000 euros en moins. C'est peut-être de la prudence, pourquoi pas, mais enfin bon. Si ce n'est quand même que les recettes de fonctionnement au titre de ce chapitre-là augmentent de 2,04%. Sur les recettes de fonctionnement, dotation, participation, eh bien, la dotation générale de alors, on va avoir la somme globale, 354 597 euros. Il y a 312 000 qui seront pour le versement de la seconde partie de la subvention de la BRAC sur le projet de médiathèque Anglery, on vous en parlera tout à l'heure. Et puis 42 600 euros pour le versement de la première partie de la subvention des collections de la médiathèque. Alors, on a mis ce 42 600 en prenant en compte la partie basse, c'est-à-dire 35%. Vous savez qu'on peut attendre une subvention qui peut aller entre 35 et 50%. On a préféré mettre 35 en espérant qu'on aura plus, mais évidemment, c'est ce qu'on a toujours dit. Comme on ne connaît pas le montant aujourd'hui, on a préféré se baser sur 35% et inscrire 42 600 euros à ce titre-là. On a ça.
on a cette somme, mais elle est quand même fonction de cette dotation de 354 000 ici. Il faut être, ça, c'est en regard de ça. Les recettes de fonctionnement, eh bien, sur les revenus des immeubles, on a mis moins 40 000 euros. Aujourd'hui, sur les locations, on a inscrit 17 000 euros au budget. C'est en baisse énorme par rapport à ce qui était inscrit l'année dernière et à ce jour, fonction de la Covid, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir comme location de salles et autres. À ce jour, seule la Poste nous assure le paiement d'un loyer annuel de 8 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est dans le dur, c'est 8 000 euros, c'est pas plus. Donc on a préféré budgéter 17 000 plutôt que 30 et quelques, voire plus. Et en 2020, pourquoi on a mis 17 000 ? C'est simple, hein, on fait 8 000 plus 9 000. Et parce que les 9 000, c'est ce qu'on a perçu en 2020. Donc là aussi... pardon, qu'est-ce donc ? Pourquoi il s'est arrêté ? Diable. C'est pas vrai. Il faut que je retrouve, je ne sais même plus à quel chapitre j'étais. 41, c'est de celui d'après. Voilà, les immeubles, c'est ça. C'était celui-là. Vous voyez, on a mis 17 000 euros là et on était à 57 000 l'année dernière. C'est quand même pas... La différence est importante. Produits financiers, on est toujours sur des sommes dérisoires, mais il faut les inscrire. Donc, il y a quand même un écart de 2,65 €. Ce qui est pas... Les produits exceptionnels, on fait moins 45%. On est toujours en recette de fonctionnement. Hein. On fait moins 45%. Mais c'est sur des petites sommes, hein, 3 000, 1 500. Donc je veux dire, là aussi, c'est prendre en... Le pourcentage n'est pas révélateur de la chose. Là, il n'y a pas de chiffre. Sur les synthèses de recettes de fonctionnement, on a fait un BP avec une augmentation des recettes de l'ordre de 5,94, presque 6% en recettes de fonctionnement. Si on passe maintenant au budget d'investissement, vous voyez que mes immeubles n'ont pas beaucoup évolué depuis la dernière fois, en un an, mais on est passé au budget 21 avec ma petite maison. Donc on retrouve les 621 313. L'excédent de fonctionnement capitalisé, on avait 22 400 en 2020, on a 22 430 en 2021, donc l'écart est ridicule. Les emprunts et dettes, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, on maîtrise. C'est des choses qui sont dans le dur, ce n'est pas des choses sur lesquelles on influe. Les mobilisations incorporelles, on a une baisse de 27% ici, mais on augmente de 61% ici. Là aussi, il y a un écart significatif entre 69 000 et 43 000 et 38 et 52. Mais bon. Les subventions d'équipement versées, là, c'est pas significatif, c'est des subventions à la Porte Sud, parce que comme c'est un festival qui a eu lieu tous les 2 ans, l'année dernière, il n'y en a pas eu, donc on ne pouvait pas le mettre. Les dépenses d'investissement, on fait plus 10% à ce niveau-là. Voilà. Les chiffres significatifques. Il y a des reports de choses qu'on devait faire aussi en 2020 qu'on n'a pas fait. Donc on reporte en 2021. Donc vous voyez, on passe de 1,2 million à 1,3 million. On fait plus 10%. C'est des dépenses d'investissement. Les immobilisations en cours, là vous retrouvez le delta de l'église dont je vous parlais tout à l'heure. On avait budgété 349 en définitive, on a fait 308. Il nous faut finir les travaux à hauteur de 40 768,44 €. Il n'est pas évident que l'on atteigne ce chiffre-là, mais on l'a budgété, c'est la différence, donc on l'a mis. Mais c'est le détail de ce qui reste à faire
On va appeler ça du reste à faire. C'est une expression qu'on a souvent. Ça, c'est peanuts, 3 000 €, les participations et créances rattachées. Les immobilisations financières, on a une créance MMA. Alors, est-ce que c'est de l'assurance LOT? Ah oui. Pardon. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est le projet Médiathèque Sangleray. Donc, c'est la première. C'est la première fois qu'on l'inscrit, puisque c'est notre premier remboursement que l'on doit au titre des travaux de la médiathèque, pardon, et des collections en même temps. Donc, ce chiffre-là, vous ne l'avez jamais vu apparaître jusqu'à présent, mais il apparaît aujourd'hui parce que le projet est lancé et on a notre premier remboursement à faire. Les dépenses imprévues, comme je vous le disais tout à l'heure, on a mis 100 000 € alors qu'on avait 50 000 l'année précédente. Les opérations d'ordre, c'est de l'écriture, donc c'est pas significatif, ce ne sont que des écritures comptables. Les opérations patrimoniales, on est à 300 000. Là, je suis sec. Je vous dirai tout à l'heure, si j'ai l'info. Les dépenses d'investissement, voilà. Donc, on fait plus 84,56, mais dans les 84,56, il y a les 1,3 million qui sont dus à la médiathèque. Donc, il faut relativiser les choses. Tout pareil comme tout à l'heure, je vous propose un tableau avec les principales dépenses d'investissement qu'on a budgétées ou que l'on prévoit de faire en 2021, tout pareil, classé sous la rubrique médiathèque, école, sport, bâtiments d'hiver, propreté, mairie et environnement. Voilà. Donc, vous avez les différents chiffres. Les chiffres significatifs, c'est la médiathèque, entre autres. Improprement médiathèque. Médiathèque Sangleray, c'est un ensemble de choses. Il ne faut pas dissocier les deux. Donc, on a trop tendance à dire que médiathèque, c'est les deux projets qui sont concernés par ce poste-là. Les recettes, maintenant, eh bien, là, le 01, vous n'en avez pas. Le virement à la section de fonctionnement, en 2021, 800 000 €. En 2020, on était à 622 au départ. On était à 1,3 million à la fin. Les produits de cession, 30 000. Alors, si je ne me trompe pas, c'est par rapport à une maison ou un bâtiment que l'on a à rue de Nantes, si je ne me dis pas de bêtises. Dotation fonds divers, la FCTVA, on propose 140 000 pour 160 000 en 2020 au BP initial, et en réalisé, on avait fait 122, on met 140. Voilà. Le moins 12, il est par rapport au BP, hein. Il n'est pas par rapport au réalisé. On s'entend. Et les excédents de fonctionnement capitalisés, à ce niveau-là, on rajoute la 165 de l'affectation qu'on a vu tout à l'heure. Les subventions d'investissement reçues, c'est gros pourcentage, petite somme. Donc par la région, entre autres. Tiens, je leur pose la question. L'État, 520 000 €. Et les emprunts et dettes, là, on ne joue pas là-dessus. C'est des choses qui sont dans le dur pour l'année 2021. Les installations générales, alors ça, c'est typiquement l'EOT, les travaux qui restent à faire sur la toiture de l'EOT. Donc, 82 125 €, 175 €, voilà. Ça, c'est des travaux à faire. Les participations et créances, 1,16, on n'en parle pas. Les recettes d'investissement, on est pratiquement pareil qu'en 2020, à 0,55% près. Donc, il n'y a pas de choses énormes.
on est dans la même... vous voyez, 257, 259, c'est pas grand-chose. Voilà. Autre établissement public, 300 000. Oui, la rue Nantes. C'est ça. OK. En recette d'investissement, alors là aussi, méfiez-vous du chiffre parce qu'il peut paraître énorme. Le pourcentage est énorme. Les chiffres sont plus parlants que le pourcentage. Voilà. Et pourquoi je vous ai mis ça? Parce que j'en reviens au départ, donc il n'y a plus rien à dire. Donc voilà, présenter succinctement, mais de façon un peu détaillée, le projet de budget prévisionnel de 2021. Est-ce que, après avoir lu et absorbé tous ces chiffres, est-ce que vous avez des questions? Madame Dubois. Merci. Alors, bien sûr, nous aussi, au regard de l'exercice comptable que vous avez présenté, nous souhaitons aussi remercier bien évidemment tout le travail qui a été fait, à la fois au long de l'année et au niveau aussi de cette présentation. On a quand même des interrogations, de gros questionnements. Alors c'est vrai qu'on en a aussi échangé en commission sur l'état des dépenses et des recettes. C'est vrai que le compte, on va dire, est à l'équilibre, mais ça c'est normal de présenter un compte à l'équilibre en budget. En présentant donc budget, je veux dire comme ce soir, mais on a quand même quelques questionnements en termes de dépenses d'investissement. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà dit en commission, mais nous, ça nous interroge vraiment au regard de l'entretien des locaux, des bâtiments, bien évidemment, des Sorinières. Donc ça nous... Voilà, je sais qu'il va y avoir un bureau d'études qui va mener ce travail-là pour évaluer le travail pluriannuel, bien évidemment. Enfin, qu'on puisse avoir une vision, une prospective, parce qu'aujourd'hui, au regard du budget, là, ok, sont des dépenses, des recettes, mais au regard de dépenses qui arrivent là, actuellement, parce qu'il faut les réaliser. Voilà, donc nous, ce qu'on souhaite, on le redit, je crois que je me suis déjà exprimé, Hervé s'associe bien évidemment, je l'ai redit en commission, nous souhaitons vraiment avoir cette vision, sur cette prospective-là, parce que ce n'est pas anodin d'entretenir des locaux, on doit avoir absolument cette vision, en tout cas ce budget doit être établi au-delà de cet actif et ce passif-là, de ces dépenses et des recettes annuelles, mais on doit avoir une vision, moi je trouve, concernant l'entretien de tous ces locaux. Et on trouve que, du coup, encore un audit, encore un bureau, ça coûte cher. Ce sont encore de l'argent qui vont être consacrés. Voilà. Nous, on s'interroge pourquoi c'est pas interrogé avec les forces vives, je dirais, de la municipalité, c'est-à-dire en termes de compétences. Bon, voilà. Vous avez déjà donné un début de réponse en commission. J'avais bien noté qu'il y avait des compétences, mais pas suffisantes. OK. On attend. Nous sommes aussi très... alors je parle de manière très macro, très méta. On sait que là, aujourd'hui, les gros investissements vont avoir lieu sur la bibliothèque, enfin médiathèque, et donc et aussi sur le centre aéré. Nous, ça nous paraît bien peu en termes de prévision là, sur cette commune, parce que ça interroge aussi, mais je me suis déjà exprimée, je le redis. C'est-à-dire que là, dans la prospective, quand même, il y a une cible attendue, et pas forcément pour les Soriniérois, mais par Nantes Métropole sur la croissance de la population, enfin l'augmentation, et pas forcément naturelle, mais venue,
Sur les Sorinières, aujourd'hui, on est à peine à 9000 habitants, 8007 je crois, de mémoire. La cible, on est bien d'accord qu'on sera certainement dans quelques temps à 10 000 habitants. Ça interroge vraiment sur les capacités d'accueil de ces nouveaux arrivants, surtout qu'on sait très bien que, bien sûr, on n'a pas la vision de tous les habitants qui viennent, âgés ou pas, mais on sait bien que, vous disiez tout à l'heure qu'il manque 450 logements. Dans ces logements, il y aura certainement beaucoup de jeunes ménages, et tant mieux, mais ça veut dire aussi que quelque part, c'est comment on accueille, comment on éduque. Quand je dis accueil, c'est sur le plan, je dirais, social, sociétal, sur le plan sportif. Quand on voit le nombre de MAM qu'il y a aux Sorinières, il n'y en a que 2. Franchement, ça interroge sur toutes ces capacités. Donc voilà, tout en sachant que quand même, il faut savoir que, comme vous le savez, passer le cap de 10 000 habitants, les dotations de l'État ne sont pas les mêmes qu'en dessous les 10 000 habitants. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui vraiment là nous interpelle de manière très, très, très méta, très macro. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on reviendra régulièrement. Voilà nos attentes. Je réponds, David. Tu veux intervenir? Je réponds et après. Alors, Guillaume le fera certainement mieux que moi par rapport à ce qui est voté, enfin ce qui sera voté ce soir sur ce que on va missionner en fait un bureau effectivement pour pouvoir préparer une PPI, plan pluriannuel d'investissement sur nos bâtiments. Donc ça c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en place parce que ça nous donnera une vision. Évidemment sur le mandat, mais pas que, sur l'entretien de nos équipements de façon plus visible sur les années. Et du coup, ça nous permettra de l'anticiper et de le voir apparaître sur nos budgets prévisionnels. Au niveau des investissements, je ne comprends pas trop, parce qu'en fait, on n'est pas assez ambitieux sur la médiathèque. Alors qu'il y a une tribune d'il y a d'1 an à peu près où vous dites que c'est le quoi, alors le crapaud plus gros que le lion, je me rappelle pas, où là on a les yeux plus gros que le ventre et on veut faire une médiathèque qui est trop ambitieuse par rapport à notre territoire. Et aujourd'hui on n'est pas assez ambitieux par rapport à notre territoire. Je vous rassure, si je peux le dire comme ça, sur le fait que, bien évidemment, l'accompagnement des arrivées de nos habitants se fait, et notamment en premier lieu sur l'enfance-jeunesse, avec, et si vous avez bien regardé notre programme qu'on a proposé l'année dernière quasiment jour pour jour aux habitants des Sorinières, il y avait notamment un sacré enjeu sur l'enfance-jeunesse, notamment, avec 3 points essentiels, même 4. Il y en a un qui dépend un peu moins de nous, et qui dépendra des futures élections qu'on aura en juin, normalement, si tout se passe bien. Le premier, c'est l'agrandissement du centre de loisirs, Lorée-du-Bois, qui, vous ne l'avez pas raté dans le budget qu'on présente aujourd'hui, les études sont fixées dessus pour doubler du coup la surface et pour pouvoir, dès l'année prochaine, commencer donc l'agrandissement pour une livraison l'année d'après. Sur cette année aussi, il y aura le budget pour l'étude sur l'agrandissement de la tilleulière par rapport au périscolaire. Non pas de l'école, mais du périscolaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est chiffré là, budget, pour pouvoir réaliser les travaux en même temps que Lorée-du-Bois pour une livraison l'année d'après. Et enfin, si vous ne l'avez pas non plus raté, vous avez vu qu'on a évidemment, et tout ça en lien avec des chiffres qui sont objectivés par des statistiques de Laurent, donc des études qui sont faites, qu'on suit de près puisque les choses bougent évidemment suivant les avancées de nos constructions, de ce qui va se passer sur l'école, donc non pas de la tilleulière puisqu'elle est contrainte au niveau urbanisme autour, mais bien sur l'école du Clos du Moulin, puisque la première interrogation qu'on avait, c'était de savoir si on devait faire un autre ou pas centre scolaire, ce qui nous a été, après la première étude de programmation et les chiffres de Laurent, nous a été ramené en disant que ce n'était pas la peine et que nos écoles étaient assez bien implantées en centre-ville, proches notamment de la future médiathèque, proches de tous les équipements sportifs, et qu'il fallait donc plutôt envisager un agrandissement ou une reconstruction totale de l'école du Clos
du moulin, qui sera fait sur ce mandat. Donc, je ne suis pas inquiète sur l'accueil des nouveaux arrivants, qui quand même, je le répète, est quelque chose qu'on maîtrise déjà au niveau urbanisme, puisque même si les choses ne se voient pas forcément au niveau des habitants, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour parce qu'on a mis des freins, parce qu'on a mis cette fameuse charte d'urbanisme qui fait que quand les habitants sont en contact avec l'organisme qui doit construire et qu'il y a des remontées négatives, les choses, si elles ne passent pas là, il y a peu de chances qu'elles passent en com urbain et du coup, les permis ne sont pas acceptés. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont quand même maîtrisées. Je vais le dire sur la ZAC des Vignes notamment. Quand j'ai été maire en 2018, j'ai dit la tranche 4, on oublie pour l'instant. Que les choses soient faites à allure correcte pour pouvoir accueillir nos habitants et pour pouvoir faire en sorte que les programmes qui sortent soient en adéquation avec les besoins de notre commune. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ce budget qu'on présente aujourd'hui, il est d'un sérieux parce qu'on est encore, et les interventions de Castex ce soir font qu'on doit se poser la question de la crise qui continue et qui n'est pas finie, d'effectivement prendre les mesures nécessaires pour se dire que les recettes, et ça a été bien anticipé, merci au service et merci à Jean-Claude pour ça, de ne pas prévoir de récupérer toutes ces recettes qu'on a l'habitude, location sociale notamment, etc. Parce qu'effectivement, on n'est pas sûr que ça puisse être le cas. En tout cas, jusqu'au mois de juin, on est quasiment sûr que ça ne le sera pas. Et il est ambitieux quand même, parce qu'on s'est engagé auprès des Sorignérois et Sorignéroises sur un programme qu'on compte bien mener, malgré cette crise qui vient perturber la première année de mandat. Voilà ce que je voulais dire. Je sais que ça vous rassurera peut-être pas, mais en tout cas, nous, on est confiants. Vas-y. Monsieur Burneau, pardon. Je suis désolé, je fais l'erreur à chaque fois. Mettez une étiquette plus grande. Monsieur Burneau. Excusez-moi. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette présentation détaillée des chiffres qui nous ont été faits ce soir de ce budget. Remercier aussi les services qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce... On t'entend pas, David. On t'entend pas. Pardon. Qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir faire, pour la première fois, les comptes administratifs et le budget en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. Donc, lors du débat d'orientation budgétaire, nous avions fait part de notre frustration et de notre déception au sujet du futur budget, du manque de vision à long terme, d'ambition pour les Sorinières. On ne sait toujours pas ce que vous prévoyez dans le mandat. Vous nous aviez promis des réponses lors de la présentation du budget. Nous voilà maintenant au moment de le voter et nous attendons encore ces réponses et nous avons encore des inquiétudes, des interrogations. Nos frustrations concernant la construction du budget. Ce budget n'est pas le fruit d'un travail collectif. Il n'y a pas eu de travail de priorisation des investissements en commission. Seule une présentation en une heure et demie du budget en commission finances a eu lieu. Nous pensons que nous sommes 29 conseillers municipaux, qu'il faut que nous mobilisions les compétences des 29 personnes qui sont autour de la table pour pouvoir construire ce budget-là. Il n'y a rien de mieux que le travail collectif pour travailler, pour avancer, pour avoir de la confrontation d'idées et pour pouvoir faire quelque chose qui est co-construit. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter tous et nous serons là pour répondre à la construction du budget. Sur le contenu du budget, il y a 3 lignes importantes sur lesquelles nous avons des interrogations et sur lesquelles nous attendions mieux. Donc d'abord la solidarité. Les associations souffrent et sont en difficulté. Beaucoup ont perdu des adhérents et n'ont pas pu et ne pourront pas organiser de modifications pour renflouer leurs caisses. Nous ne l'oublions pas, les associations contribuent de manière très importante à la qualité de vie aux Sorinières. Elles participent par leur diversité et leur qualité pleinement à son dynamisme et à son attrait.
Nous en avons besoin aussi. Un coup de pouce volontariste, signe de soutien, nous semble incontournable et nécessaire dans cette période difficile que nous vivons. La quasi-totalité des communes comme Nantes, comme Rezé, ont anticipé ces besoins. Alors pourquoi pas nous? La solidarité passe aussi par le soutien au monde associatif, sans qui les Sorinières ne seraient pas les Sorinières. La transition écologique. Il n'y a pas d'initiative nouvelle ni de projet fort sur ce thème. Seuls les projets déjà lancés se poursuivent, comme le CEP. Il y a tellement à faire dans ce domaine, il nous semblait que vous aviez, lors de la campagne, une réelle ambition dans ce domaine, validée par la nomination d'une conseillère déléguée à la transition écologique. Nous attendions à mieux. Sur le dialogue citoyen, aucune trace du budget participatif annoncé il y a un an. Quand les Sorinières-Rouen auront-ils l'opportunité d'initier des projets novateurs pour notre commune? Comme évoqué au début de mon intervention, le budget comporte aussi des inquiétudes. Lors du débat d'orientation budgétaire, nous étions inquiets sur l'augmentation des dépenses de fonctionnement et de la baisse annoncée des recettes. Nous vous l'avions fait savoir. Nous le sommes encore plus à la lecture du budget. L'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement était annoncée à plus 5,9% lors du débat d'orientation budgétaire. Elles sont désormais dans le budget présenté, sauf erreur, à 8,6%. Quant aux recettes, elles se maintiennent au niveau annoncé. Il va nous falloir être très vigilants sur ce point dans les années à venir. Mais bon, terminons sur une note positive. Il n'y a quand même pas que du négatif. Nous notons l'effort sur le budget du CCS, avec un effort d'augmentation de 5% du budget dédié aux aides, ce qui est très positif dans cette période actuelle, qui se poursuit. L'investissement sur l'ADAP, qui, nous le notons, est à 350 000 € cette année, qui est très bien. Les handicapés et les personnes à mobilité réduite ont besoin de cet effort. Et la maîtrise des dépenses personnelles. La réponse qu'on a eue à notre question la confirme. Donc c'est pour ça que nous nous abstiendrons sur le vote de ce budget. Merci. Et je peux peut-être vous donner 2 éléments de réponse quand même par rapport à ce que vous nous avez dit il y a 2 secondes. Si je vous donne les grandes masses de nos dépenses et investissements, pour ce qui est si on parle de la médiathèque Sanglerie et qu'on le qualifie de vert social et durable, c'est quand même un budget de 1 575 000 €. Si on prend le budget de la transition écologique et solidaire des Sorinières, c'est 442 000 €. Sur les associations, si on cumule tout, entre ce qui est fait, les dotations, plus tout ce qui est mis à disposition pour les associations pour qu'elles puissent pratiquer leurs activités, c'est 502 000 € sur ce budget. Sur l'enfance-jeunesse, c'est 123 000 €. Et sur la relation aux habitants, aux usagers, c'est 101 000 €. Donc, ok, je peux comprendre que ce ne soit pas suffisant, mais vous pouvez pas, je suis désolé, je ne pense pas que vous puissiez dire qu'on ne fasse rien. C'est des grandes masses. Après, je peux vous donner le détail, mais on a eu beaucoup de chiffres ce soir, donc je pense que ça suffit. Mais c'est quand même je pense qu'il était nécessaire qu'on rétablisse un peu un certain nombre de choses, parce que c'est vrai que c'est toujours facile de dire on fait rien, je connais le truc, parce que je le vis dans une autre instance. Mais là, à hauteur d'une commune comme la nôtre, mettre des sommes aux alentours de 500 000 €, 120 000 €, 101 000 €, 442 000 €, je trouve que c'est pas négligeable. Voilà. Mais bon, c'est un élément de réponse. Peut-être qu'on ne partage pas la même vision des choses, mais je pense qu'on n'a pas été sans rien faire. Moi, je veux juste ajouter, alors là, ce n'est pas des chiffres sur lesquels je vais appuyer, parce que tu l'as fait, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais moi, c'est plus quand vous dites qu'on n'a pas fait assez d'efforts ou qu'on n'a pas été soutien des associations. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai demandé à mon responsable sport qui s'occupe aussi des associations qu'il me fasse une liste à peu près de combien de fois on avait dû, durant l'année dernière et déjà ce début d'année, combien de fois on avait dû se mettre à disposition des associations, non pas financièrement, parce que ça on l'a fait en maintenant les subventions et on s'est mis à disposition plusieurs fois en disant qu'il y avait des soucis financiers, il fallait qu'ils viennent nous voir ou qu'ils nous sollicitent.
Combien de fois on a été en rendez-vous, combien de fois José Pétabonnet ou Nicolas Grosso ou moi-même, on a pu revoir les associations pour des demandes spécifiques. Je prends un exemple tout bête, le basket, dernière demande, comme ça explique un petit peu ce qu'on fait. Et pour moi, là, c'est de la solidarité au sens large, parce que ça, c'est aussi les associations pour les habitants. Donc voilà. Le basket dit on ne peut pas faire jouer les enfants en salle à cause, bien sûr, toujours des conditions sanitaires et du Covid. Est-ce que vous pouvez nous trouver une solution et faire en sorte que les enfants puissent jouer sur les city parks, etc. Chose qu'on a acceptée, qu'on a travaillé avec eux. Combien de fois on a travaillé avec le foot pour faire en sorte que les vestiaires qui étaient fermés, on puisse les réouvrir, en tout cas au début quand c'était possible, et que le nettoyage puisse être fait, un accompagnement évidemment des clubs. Combien de fois on a, pour les cantines par exemple, et encore aujourd'hui, David tu le sais puisque tu participes avec nous, combien de fois pour éviter de fermer les cantines alors qu'aujourd'hui on pourrait dire aux parents, si on n'était pas solidaires et si on n'avait pas envie d'écouter ce que disent nos habitants en disant s'il vous plaît fermez pas les cantines parce qu'on travaille et parce qu'on a besoin des services publics, c'est les élus aujourd'hui qui le midi, et tu le sais puisque tu viens aussi, vont donner des paniers froids fournis donc par notre prestataire pour faire en sorte que les enfants puissent manger à la cantine et que les parents ne soient pas obligés de venir chercher les enfants et donc forcément coupent leur travail et leur vie qui est compliquée aujourd'hui. La seule chose que je peux dire, c'est que dès qu'on a été élu, c'était déjà le cas avant, on a eu ce Covid qui est tombé évidemment en plus dessus. La première chose qu'on sait avec l'équipe, l'ancienne, que je veux remercier aussi, parce qu'au moment de l'élection, on a continué avec les anciens, puisqu'on ne pouvait pas installer le nouveau conseil municipal. Donc je voudrais remercier aussi l'ancienne équipe, qui a pris son téléphone, qui a fait la liste des personnes âgées, qui étaient dans les besoins, qui ne pouvaient pas sortir, qui ne pouvaient pas faire leurs courses. Merci aux agents qui sont venus à 5h du matin pour aller faire les courses à Leclerc, pour récupérer les commandes des personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Merci aux élus qui sont allés distribuer ces paniers repas. Merci encore aux agents qui prennent les personnes âgées aujourd'hui, qui prennent leur téléphone pour les aider à s'inscrire pour faire les vaccins. Merci aux agents aussi qui les amènent sur les lieux de vaccination avec le camion de la mairie. Je crois que ça, si ça ne s'appelle pas de la solidarité, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Comment aujourd'hui, je vais donner un exemple encore d'aujourd'hui, parce que c'est tous les jours, l'adaptation des services, l'adaptation des élus, l'adaptation des mesures. Aujourd'hui, on a appris hier qu'Aridev ne pouvait pas fournir les repas aux enfants parce qu'ils avaient des cas Covid et que du coup, on n'allait pas pouvoir être livrés. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les agents qui sont allés faire les courses pour que les enfants puissent manger à la cantine et avoir des repas aujourd'hui. Dans quelle commune, aujourd'hui, on peut dire que la réactivité et l'adaptation a été faite comme ça ? Moi, je dis merci. Merci aux équipes, déjà aux agents, et merci aux élus d'avoir été en soutien de la population sur cette année difficile qui est passée et qui continue. Et la première chose que je peux dire, ça, c'est un budget. Il est là, il trace des chiffres, mais les orientations, en tout cas pour ma part, elles sont claires. L'adaptation est la réponse pour que nos citoyens puissent passer ce cap le mieux possible. Guillaume ? Oui, merci. Je parle peut-être un peu fort. Oui, je comprends tout à fait le fait qu'on vienne nous attaquer sur les deux sujets qu'on a défendus pendant la campagne et qu'on en demande plus. Mais moi, je tenais à dire qu'on était complètement en ligne avec ce qu'on avait défendu devant les Sorignarois et les Sorignaroises pendant la campagne, et que un programme, ça se fait pas en 1 an, ça se fait en 6 ans, et qu'on a déjà mis un certain nombre de choses présentées au budget là maintenant, et s'engager sur en particulier l'Orée du Bois et l'extension de la Tillelière, et qu'on est totalement en ligne avec ce qu'on a défendu devant les Sorignarois et les Sorignaroises. Au niveau des bâtiments, je vais rester sur ma délégation pour rejoindre ce que Jean-Claude a dit et a repris en termes chiffrés, ce que je suis incapable de reprendre. Mais effectivement, je suis en ligne sur le fait que je considère qu'on ne fait pas rien et qu'on n'a pas rien fait sur les bâtiments, en fait.
dire cette phrase dans ce complexe Hippolyte Dorway qu'on a réhabilité au mandat dernier, je trouve que c'est pas très logique. C'est aussi oublier ce qu'on vient de faire. Et tu m'as dit de me prendre aussi sur l'Église. En fait, l'Église, on l'a terminé. C'était pas terminé en 2021, mais on a terminé les travaux au début de cette année 2021. C'est quand même un fort investissement dans la réhabilitation de ce bâtiment. C'est oublier la tilleulière qu'on a aussi refait dans les précédents mandats. C'est oublier aussi ce qu'on fait sur les OT, même si on est complètement transparent dessus, on ne néglige pas et on ne minimise pas les difficultés qu'on a à avancer malheureusement sur la réhabilitation de ce bâtiment. Mais vous l'avez souligné et je vous en remercie. C'est aussi oublier l'ensemble des dépenses qu'on a fait à hauteur de 110 000 € par an hors taxes sur notre agenda d'accessibilité programmée pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l'ensemble de nos bâtiments municipaux, à l'exception du pôle associatif de l'Illette, puisqu'on l'a acquis pendant l'exécution de cet agenda. C'est oublier aussi la construction de la salle Alice Mia pour les besoins des sportifs juste à côté d'ici. Mais oui, en dehors de tout ça, il y a bien évidemment des actions d'entretien et d'aménagement du reste des bâtiments que je n'ai pas cités. Il y en a une quantité très importante, toujours dans l'objectif de répondre aux besoins des usagers. Alors, ces actions-là, elles viendront aussi s'ajouter à des impositions qu'on a évoquées en commission, aux commissions CEP, qui viennent s'ajouter à l'application du décret tertiaire qui viendra, et nous sommes totalement en cohérence avec cet objectif de diminution des consommations énergétiques de l'ensemble de nos bâtiments. Et pour ça, pour répondre à votre question sur le besoin précis de l'établissement d'un plan pluriannuel d'investissement, je vous rejoins, parce que tous ces besoins-là, il faut bien les organiser dans le temps, et je pense qu'un début de mandat, c'est tout à fait l'occasion de le faire. Vous avez si je voulais que je fasse plus court, je vais faire plus court, mais vous avez évoqué la question d'appel à un bureau d'études extérieur. Oui, il faut faire appel à un bureau d'études extérieur. Les compétences des services techniques sont importantes, en particulier sur l'aspect réglementaire, et par rapport à ma propre expérience professionnelle, je suis souvent impressionné par les compétences sur l'aspect réglementaire des équipes qui composent le service technique, mais l'ensemble des sujets que vous avez à traiter sur un bâtiment sont très vastes et nécessitent des compétences variées et diverses que vous obtenez en bureau d'études. C'est l'objectif de faire appel à un bureau d'études pour ce plan pluriannuel d'investissement. Je rajouterai, pour renforcer ce que Jean-Claude a dit, que effectivement la médiathèque, si on ne la considère pas comme un projet vert et solidaire, je ne vois pas comment on peut faire autrement dans ce lieu de lien social ouvert à tous et gratuit. Certes, du coup, il nous prend un maximum de place dans le budget d'investissement cette année, c'est vrai. Mais nous avons aussi, à côté de cela, j'ai déjà parlé de la fin de l'ADAP, un soutien à l'enfance jeunesse via des actions d'entretien des écoles, certes limitées, mais on intervient aussi au Clos du Moulin, et ce malgré le projet que l'on a de réhabilitation ou de reconstruction du Clos du Moulin. Le soutien à la vie associative, on en a déjà parlé, et c'est aussi le cas au niveau des bâtiments, et la transition écologique. Sur les deux sujets qui me concernent, la GTC, on en a parlé en commission finance, certes, et donc c'est une réhabilitation de la GTC pour maîtriser ses consommations énergétiques et maîtriser les dépenses de consommation inutiles, enfin les annuler, excusez-moi, et la séparation des réseaux de gaz ici même, c'est justement pour mieux maîtriser ses consommations. Je vous remercie. Merci Guillaume. Sylvie, tu voulais... Moi, je voulais pointer deux petites choses avec vous. C'était la finalité de ce budget et en quoi traduit-il nos orientations politiques pour lesquelles nous avons été élus il y a 1 an. Alors, la finalité, c'est bien de choisir une répartition précise et juste de l'enveloppe globale pour l'exécution des politiques publiques et donc d'assurer des services de qualité pour les habitants des Sorinières.
Une difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on constate de plus en plus de transferts de compétences de l'État vers la collectivité, avec des enveloppes qui sont rognées sans de compensation réelle. La crise sanitaire l'a pointé fortement, il faut en faire plus avec moins de moyens. Mon sentiment, c'est que les élus locaux et les agents de la commune, et de toutes les communes, font office de paratonnerres, d'un côté en subissant des orages et des foudres un peu au niveau national et de l'extérieur, et de l'autre en devant protéger les habitants pour qu'ils soient le moins impactés dans leur quotidien en termes de services publics et de qualité de vie. L'autre difficulté, c'est que pour mener à bien de nouveaux projets communaux qui répondent aux nouveaux défis et pour conserver un bon équilibre financier, la marge de manœuvre, elle est très serrée. Si on rajoute une ligne dans le budget, cela induit d'en supprimer d'autres ou de les revoir à la baisse. Donc c'est bien des choix assumés dont on est responsable. Mais la marge de manœuvre, elle est vraiment très serrée. Quant à la traduction de notre programme Les Sorinières vertes et solidaires dans ce budget, ce sont bien des politiques transversales qui sont déclinées dans toutes les délégations. Et bien sûr, au fur et à mesure des projets en cours et ceux à venir. Quelques exemples pour la transition, mais je pense qu'on en a déjà parlé, mais moi, je tiens à les souligner. On la retrouve dans les équipements municipaux. Par exemple, tout à l'heure, on va voter la délibération pour la prolongation de la convention du CEP. C'est bien pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Au niveau des espaces verts, on fait par exemple le choix de poursuivre le financement de l'opération Un enfant, un arbre. On est bien aussi dans le cadre de la transition écologique. Par rapport à la politique de l'habitat, on a un cahier des charges ambitieux en qualité environnementale qui va être travaillé pour la tranche 4 de la ZAC des Vignes. Au niveau de l'enfance-jeunesse, l'extension de l'Orée du Bois va également intégrer une dimension écologique. Au niveau de la mobilité des agents, un vélo électrique est au budget pour les agents, c'est un début d'expérience. Un véhicule électrique, on en a parlé tout à l'heure, pour les espaces verts va aussi être testé. Tout ceci est bien en lien direct avec la transition que nous défendons. Pour la solidarité, l'idée est bien d'établir un budget qui intègre sa dimension sociale juste et solidaire pour ne laisser personne en marge. Par exemple, on a parlé de la convention, la subvention communale pour le CCS qui est maintenue à la même hauteur, mais l'équipe est en veille permanente pour évaluer la nécessité de l'augmenter si besoin, en lien évidemment avec la crise Covid. On peut aussi le relier toutes les initiatives que nous faisons le choix de poursuivre ou de renforcer, qui sont dans la continuité des mandats précédents, les aides alimentaires, le vestiaire, le logement social, le maintien des hébergements d'urgence qui sont malheureusement occupés par nécessité, le chèque énergie. Je ne vais pas tout balayer, mais ces dispositifs sont bien intégrés dans le budget 2021 de la commune via le CCAS. La solidarité aux associations, Christelle en a parlé, pour qu'elles puissent sortir de la situation actuelle, l'accompagnement aux commerçants et aux entreprises, et puis toute la solidarité qui ne se mesure pas en chiffres, la réactivité des élus et des agents au quotidien pour accompagner les habitants dans leurs difficultés. Voilà, Christelle en a parlé aussi, la distribution des masques, l'engagement des élus dans l'aide à la distribution des courses alimentaires aux personnes âgées, les élus mobilisés aux cantines pour permettre d'accueillir les enfants. Récemment, 2 incendies, les élus sont sur le terrain auprès des personnes impactées pour essayer de les soutenir. Voilà. Toutes ces actions n'apparaissent pas forcément de manière claire et bien précise et identifiée dans les lignes du budget 2021, mais pourtant ces actions vertes et solidaires sont bien intégrées, elles sont réelles et elles sont bien en phase avec nos orientations politiques. Merci. Damien, excuse-moi, je ne l'ai pas vu. Merci. Moi, je ne vais pas défendre notre budget, puisque mes amis l'ont très très bien fait sur les différents sujets. Puis, en plus, moi, je comprends que vous ayez des doutes sur notre budget. Vous êtes dans l'opposition, donc ça se conçoit. Hein. On n'a pas le même programme. Voilà, notre budget correspond à notre programme, donc très bien. Moi, je voudrais prendre la parole sur un truc qui me tient à cœur, c'est sur la cohérence. Je suis un peu surpris parce que vous parlez de travailler en équipe. À 29. Hein. Bon, bah, très bien, nous, on est tout à fait d'accord avec ça. Hein. On est à fond partant. Le seul truc, c'est que quand on prend un peu les images de sport d'équipe, moi, j'ai généralement quelqu'un au foot ou au hand, quand il marque contre son camp, il ne reste pas dans l'équipe. Hein.
Et moi, je suis désolé, hein, mais ça m'agace un petit peu ce type de propos. Il faut qu'on soit tous copains et qu'on parle tous et qu'on travaille ensemble. Quand il ne se passe pas un mois ou une semaine sans que vous nous critiquiez dès que vous pouvez. Donc, assumez le fait que vous n'êtes pas d'accord avec nous, critiquez-nous si vous voulez, mais en parallèle, ne venez pas au conseil municipal demander de travailler en équipe. Parce que vous comprenez bien que, du coup, les autres membres de l'équipe de hand, s'ils voient quelqu'un qui marque contre son camp tout le temps, ben, ils ne vont plus avoir envie de jouer avec. C'est un peu ça qui se passe, je pense aussi. Juste pour terminer, pour reprendre la métaphore de l'équipe, moi j'ai l'impression d'être plutôt laissé en tribune plutôt que d'être dans l'équipe. Voilà. Je crois que c'est pas très juste tout ça, parce qu'on va parler justement du pacte de gouvernance tout à l'heure, et je pense que c'est le bon moment pour dire que dans les commissions permanentes de notre métropole, vous êtes les seules oppositions de la métropole à y être représentées, parce que j'ai fait ce choix-là. Donc, à un moment donné, toujours faire Calimero, on n'est jamais consulté, ça commence à m'agacer. Merci. Moi, je voudrais reprendre certains points concernant les échanges qui ont lieu sur les associations. Christelle, tu as transmis tout ce qui a été fait, et moi, je remercie bien évidemment tout le travail, pour nous, c'est de l'invisible, hein, forcément, ce qui a été fait, puisque nous ne sommes pas là en journée, et certainement qu'il y a eu des réponses pour les Sorinièrois. Moi, ce que je veux dire, c'est au-delà de la crise aiguë, et je vous félicite par rapport à ça, c'est sur le plan humain, et de toute façon, c'est le devoir, hein, d'un maire de répondre à tous les besoins des Sorinièrois. Moi, je voudrais revenir sur les associations, parce qu'on entend parler beaucoup quand même de campagne, et nous aussi, on a fait campagne, hein, en même temps que vous, et on a rencontré beaucoup d'associations. Notamment sportives, parce que je crois que c'est la grosse majorité aux Sorinières. Et je n'ai pas ressenti, nous n'avons pas ressenti, alors je mets plus au jeu parce que Hervé est arrivé un petit peu plus tardivement, un véritable échange avec la municipalité. Donc si vous en avez pris conscience, et pas que dans la crise, bah, tant mieux. Parce que je pense que les associations 6 ans, c'est long. Un mandat, c'est 6 ans. Et c'est long. Il y a des attentes. Et je pense qu'il y a des rencontres qui doivent avoir lieu, pas que sur la demande des associations, mais il faut aller vers les associations. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais je pense que ça doit être fait de manière beaucoup plus marquée. Parce que tout le monde n'a pas forcément vers vous, pour différentes raisons. Et je pense que quand on est dans une équipe, dans une majorité, ça fait partie aussi d'aller rencontrer les associations pour savoir comment ils vont. Je ne parle pas de crise là, je parle même d'avant. Et nous, on nous a renvoyé ça. Donc moi, je prends cette possibilité de le dire ce soir. Hein. L'idée, ce n'est pas de faire campagne, pas du tout, mais c'est de dire qu'on n'a pas eu ces échanges-là concernant les demandes des présidents ou des présidentes d'associations qui, dans un mandat, ont vu presque personne, voire personne. Et ça, c'est pas normal. Il doit y avoir des rencontres qui doivent être annuelles, ou je ne sais pas, mais voilà, sur comment ça va. Et c'est pas que donner des subventions. Moi, je rappelle que quand même, je pondère, hein, moi je transmets ce qu'on nous a aussi dit. Je laisserai mieux la parole à Jean-Marie, qui était l'ancien adjoint, et puis Patricia, côté culture, mais bon... L'idée, c'est pas de faire polémique, mais entendez, moi je suis désolée, ce que nous, on a entendu, voilà. Et l'idée, c'est pas que donner des subventions, hein, parce que moi je rappelle que quand même, subventions, tant mieux si la municipalité des Sorinières donne des subventions. En aucun cas, c'est aussi une obligation. Ça doit répondre aussi à des objectifs. Ces objectifs doivent être partagés. Je suis désolée, subvention, c'est pas rien. C'est de l'argent qui est transmis, et ça veut dire qu'il doit avoir aussi, ça doit être contractualisé.
Ça veut dire qu'on doit aussi, pas forcément demander des comptes, hein, mais avoir un regard. Et avoir un regard, c'est aussi aller vers l'autre et demander est-ce que vous avez besoin d'aide, mais quel est aussi votre projet. Voilà. Et je pense que ça, c'est hyper important. Je pense que c'est insuffisamment fait. On n'est pas là parce que je rappelle que comme les associations, ce sont les adhérents qui font grossir, voilà, et on n'est pas censé faire grossir le pactole au niveau d'un budget dans une association. Et les subventions, bah, tant mieux si on les a. Mais voilà, donc moi je voulais dire ça. Ça c'était concernant, moi je me saisis vraiment là ce soir pour parler au nom aussi des associations. Je voulais revenir, alors on va pas revenir sur la médiathèque. Je ne sais pas à quoi tu faisais allusion, je vois si dans les titres, bien évidemment, la médiathèque, nous, on ne va pas refaire le sujet. Médiathèque, c'est OK, mais pas là où c'est fait. Et donc, nous aussi, dans la même cohérence que tout à l'heure demandé un budget pluriannuel, la médiathèque, on devrait voir commencer à poindre de voir un budget de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il va être assez conséquent. Et moi, ça m'inquiète. Franchement, c'est pas le projet en lui-même, sauf si le lieu nous convient pas, hein, mais ça, on l'a toujours dit. C'est son budget de fonctionnement. Bon, à voir, mais pareil. Je pense qu'il faut que ça soit sonnant et trébuchant, et on doit voir à un moment donné, factuellement, on doit nous présenter un budget de fonctionnement pluriannuel là aussi, voilà. Et donc, si c'est prévu, tant mieux, hein, merci. Mais voilà, on va pas reprendre sur. On a déjà, je regarde plutôt Guillaume, hein, sur les priorités, mais je pense qu'on est en phase là sur les attendus. Moi, je reviens quand même sur les bureaux d'études. Moi, je trouve que là, depuis 1 an, vous faites souvent référence quand même à des bureaux d'études. C'est nécessaire, mais bureau d'études en lien avec le document unique, bureau d'études avec les équipements, bureau d'études pour le boulodrome, 20 000 €, pour accoucher de quoi? Peut-être d'un cochonnet, excusez-moi de faire ce jeu de mots, et d'être trivial, mais vous voyez bien, enfin, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même des budgets conséquents, et voilà, sont peut-être nécessaires, mais voilà, on ne peut pas vivre non plus que de subventions. Et aussi, je crois qu'il faut veiller sur des comptes en lien avec des bureaux d'études. Voilà. Sur le document unique, c'est le centre de gestion. Hein. Oui. C'est pas un bureau d'études. Hein. Non, c'est pas un bureau d'études, mais c'est un centre de gestion. Et c'est quand même aussi des frais. Oui, enfin, c'est pas un bureau d'études, c'est un centre de gestion qui s'occupe des... Peut-être, excuse-moi, je me suis trompée. C'est pas la même chose, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de l'agence France Locale et des banques aussi, c'est la même chose. Ça a un coût, ça a aussi un coût. Donc je pense qu'il faut être vigilant. Après, dans les soit budgets. on décide de le faire au petit bonheur la chance et puis on n'est pas sérieux, soit on anticipe et on a une vision sérieuse, on a quand même les comptes de la commune, on doit être responsable et à un moment donné... Ça passe aussi par des équipes qui soient capables de faire ça. Nous, on n'a pas en interne ce que fait un bureau d'études. C'est comme si demain, on construit une école et on ne prend pas ce qu'il faut pour le faire. Enfin, je veux dire, concrètement, c'est pas sérieux, quoi. À un moment donné, c'est pas pour dépenser de l'argent. Vous le voyez, le budget, même avant notre équipe, celle de Christian avant, le budget a toujours été correct, équilibré, la dette a toujours baissé. Et pour autant, les choses ont été faites sérieusement. Donc, moi, je suis persuadée qu'il faut ne pas prendre de risques sur des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Parce que je vous propose sinon qu'on avance... Allez-y. Il faut quand même que je réagisse. Je ne peux pas rester sans réagir, vu que je pense que les associations, c'était mon mandat et avec Jean-Marie, en tout cas, je pense qu'on a travaillé en étroite collaboration, en tout cas. En ce qui concerne les associations, les subventions, c'est sûr que les subventions, il ne faut pas voir que le côté pécunier. On a aussi des subventions. Enfin, j'estime que prêter un local à une association, c'est une subvention. Donner du ménage dans un local, ça fait partie de tout ça. Enfin, tout ça, c'est pas forcément que de l'argent. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de services derrière. On a quand même un agent aussi qui est dédié 100% aux associations. Beaucoup d'associations ont fait leur AG. Nous, on n'a jamais... Alors, moi, j'ai été très sollicitée sur certaines associations. Voilà. Certaines ne nous conviaient absolument pas. On aurait pu aussi nous dire, on prête un local, on prête... des moyens derrière ou autres, et eux ne nous convient pas à leur AG, on n'est même pas au courant de ce qui se passe dans leur association. Après, c'était leur droit.
Maintenant, j'estime que je pense qu'on a fait le nécessaire. On a répondu à toutes les demandes de toutes les associations qui ont voulu notre aide. Moi, j'ai pas... Les associations, c'est H24. Hein. Il faut vraiment avoir des agents du matin au soir, des élus aussi très présents, en tout cas pour les recevoir, le soir, la journée ou autre, le week-end. Parce que je pense qu'on a fait énormément de sorties le week-end. Après, je ne vais absolument pas regretter cette période qui a été très fructueuse, en tout cas pour moi, et des rencontres très enrichissantes. Mais voilà, moi j'ai respecté les associations qui n'ont pas voulu de nous, je veux dire, derrière, mais même si on n'était pas présent, on va dire, physiquement, on était présent quand même dans l'ombre. Oui, pour poursuivre, hein, et avant de livrer mon sentiment sur la présentation du budget primitif, je donnerai quelques éléments hein, sur ce que je pense. Je voudrais apporter quelques réponses. Alors là, à l'instant, au sujet des associations, j'en tire pas gloriole, mais il s'avère que je suis l'élu le plus ancien en termes d'ancienneté, puisque je suis le dernier de la génération 2001, donc élu sur la liste de Christian Couturier. Et donc ça fait 20 ans cette année, hein, voilà, que les équipes se sont succédées, hein, toujours quelque part dans une continuité en termes d'orientation. Et quand on voit ce que pèse effectivement le tissu associatif sur la commune, je pense que si depuis 2001 les adjoints, les équipes qui se sont succédées, donc dédiées au suivi de la vie associative, auraient négligé les associations, donc quand on voit ce qu'elles représentent en termes de poids sur la commune, d'adhérents, ce qu'elles fédèrent aussi en termes d'initiative, eh ben, je pense qu'on aurait eu très certainement à en rendre compte, à n'en pas douter. Sur la question des subventions, alors oui, les subventions, c'est pas que de l'argent, mais pour autant, si on parle des subventions, là je parle peut-être sous le contrôle de Jean-Marie, Giuseppe, c'est dommage qu'il n'est pas là, mais il aurait pu en témoigner aussi, au travers de la vie de la commission dédiée donc au suivi des associations, vie associative, c'est ça, on a été appelé à discuter, alors sur les mandats précédents, mais déjà, d'ores et déjà sur ce mandat, sur la pertinence des critères. Et il va de soi que par rapport à ce qu'on a arrêté au sein de la commission, ça a été bien évidemment discuté et partagé avec l'ensemble des associations, pour être voilà, au plus près des attentes et des besoins. Sur les interrogations qui ont été posées, alors notamment sur la prospective par rapport à l'augmentation et l'évolution de la démographie. Alors attention, parce que bon, faut regarder ça un peu parfois avec distance, parce que tant aussi bien par rapport à ce qu'est l'augmentation du nombre de logements, il n'y a pas toujours j'allais dire de cohérence en termes d'augmentation de la population par rapport au taux de remplissage des logements. Donc il faut prêter attention à ça, mais pour autant on a acté dans notre projet politique le principe d'organiser, dans le cadre du dialogue citoyen, un grand débat. Alors, la formulation on la trouvera, hein, les souvenirs 2030, 2040, pour avoir une vision justement à long terme, et au-delà de la seule échelle du mandat. Et effectivement, c'est important, et je rejoins, c'est une question importante, mais nous on a été quand même les seuls à l'acter dans notre projet politique à l'échelle de ce mandat. J'entends l'impatience sur le budget participatif. Mais là encore, et pour m'inscrire dans la continuité des propos de Cristal, en tant que maire, on a la volonté de faire les choses sérieusement. La preuve en est, c'est qu'on vient de recruter, vous le savez, donc une chargée de mission dialogue citoyen qui vient d'arriver, qui a commencé à travailler, qui a été appelé à rencontrer l'ensemble des adjoints aussi pour échanger sur les perspectives de construction d'un dialogue citoyen, secteur d'activité par secteur d'activité en ce qui concerne voilà, ce que représente une collectivité. Donc on y travaille, je vous rassure, on y travaille. Et soyez sûrs que, puisqu'on l'a acté dans notre projet politique, que bien évidemment ça verra le jour, mais là encore on y travaille sérieusement. Quelques mots sur le budget. Alors, il existe plusieurs portes d'entrée hein, pour analyser un budget, une approche purement technique. Et un autre chemin qui est le mien, qui est celui d'une approche plus politique. Donc c'est celui que j'ai décidé d'emprunter. En fait, si par politique nous entendons gestion de la commune, il n'y a pas de lettre de noblesse à donner, mais juste un satisfecit de bonne gestion. La commune est-elle bien gérée ou non? Alors la réponse, on l'a eu ce soir au travers de la présentation du compte administratif 2020, voilà, où
Force est de reconnaître, et c'était reconnu par certains d'entre vous, et je vous en remercie, qu'effectivement, le budget communal est bien tenu. Ceci dit, faire de la politique n'est pas que gérer, ce qui revient à se limiter à une fonction administrative. Non, la politique, et donc l'administration d'une commune, se situe à un niveau beaucoup plus profond. La politique, dans le sens des valeurs et des convictions que l'on porte, c'est le socle sur lequel s'appuie la gestion. Autrement dit, elle est une vision, porteuse de sens. Permettez-moi cette digression. Les Grecs, que nous prenons avec tant de vénération pour modèle, ne l'entendaient pas autrement. La politique d'Aristote n'est pas un code civil, ni un programme électoral. C'est une vision de la cité, une vision pour la cité, une conception de la politique. En ce qui nous concerne, notre équipe donne un sens, une direction, une vision, pour que la mosaïque de nos propositions soit harmonieuse et cohérente. La politique n'est pas d'abord un ensemble de mesures, elle est le sens de ces mesures, elle en est la cohérence, elle leur donne leur valeur. Nous n'inscrivons pas nos choix budgétaires dans une déclinaison pour flatter les désirs et les souhaits des uns et des autres, sans aucune cohérence, sans vision commune partagée. Nous ne sommes pas dans une propagande clientéliste, sans envergure pour gagne petit. L'attention aux personnes en situation de précarité, la continuité, ça a été dit, des travaux accessibilité sur nos équipements municipaux, les subventions, le maintien du niveau des subventions aux associations, la médiathèque, et notamment son projet scientifique, culturel, éducatif et social qui va organiser aussi le fonctionnement futur, pour ne citer que quelques exemples, attestent de la fidélité aux valeurs sociales qui sont les nôtres, et cela dans la continuité de tous les mandats précédents depuis 2001. En conclusion, j'affirme que notre projet et sa déclinaison budgétaire et financière a vocation à donner un cap, un sens, et d'aller puiser tout cela à une source profonde, celle de nos valeurs, valeurs de progrès pour une commune verte et solidaire. C'est donc pour l'ensemble de ces raisons que je voterai avec conviction ce budget. Bonsoir, donc je vais réagir sur deux points, bien sûr, l'intervention qu'il y a eu sur le suivi des associations et puis également donc sur quelques mots sur le budget également. Donc sur le suivi des associations, donc comme le disait Patricia, on s'en est occupé tous les deux. Moi j'étais sur la partie sportive pendant 6 ans. Donc on a quand même bien travaillé, je pense, avec toutes les associations de mon secteur, avec des rencontres sur le terrain assez régulières, et un nombre d'AG qui était assez important chaque année, puisque dans le milieu sportif, il y en avait quand même la majorité qui invitaient à leur assemblée générale, ce qui n'est pas le cas de toutes, avec des rendez-vous particuliers qui pouvaient concerner soit les mises en place des créneaux, soit les budgets chaque année, et également des réunions plus thématiques, comme lorsqu'on a fait la mise en place des critères, où on avait convié toutes les associations. Des rencontres également à toutes celles qui s'impliquaient dans les projets pour la mise en place du forum des associations, qui était d'ailleurs ce forum l'occasion de rencontrer toutes les associations présentes et de discuter avec elles en direct. Et puis également des réunions plus par petits groupes pour la mise en place des projets pour la salle Alice Mia, où on a fait différentes rencontres avec les associations concernées pour créer ces projets, faire des visites sur des sites extérieurs pour définir le projet qu'on voulait, sur la mise en place du pôle de Lillette également avec les associations concernées. Donc on a fait beaucoup de travail comme ça. Et pour celles également, pour toutes les associations, que ce soit sportives ou autres, on avait créé, ça a été interrompu du fait de la crise sanitaire, mais on avait mis en place sur les 2 dernières années du mandat des rencontres semestrielles thématiques qui permettaient aux associations de se former sur des points budgétaires ou sur des premiers secours et tout ça. Donc je pense qu'on a quand même bien travaillé avec elles pendant les 6 dernières années. Le travail se prolonge toujours, puisque j'ai géré les 3 premiers mois de la crise sanitaire avant de passer le relais à Giuseppe, qui continue le travail. Et donc on a échangé régulièrement avec ceux qui avaient des besoins pour la gestion de cette crise.
au-delà des problèmes de budget et autres. Voilà pour la réponse concernant les associations. Autrement, par rapport au budget, j'avais juste une remarque à faire sur une réflexion qu'il y a eu de la part de David au moment du DOB et qu'il a réitéré aujourd'hui par rapport au manque de vision à long terme. Donc c'est quelque chose qui est revenu à peu près tous les ans, disant qu'on n'avait pas de vision à long terme dans nos budgets. Il faut quand même noter que depuis 6 ans, on avait annoncé la trajectoire qu'on allait emprunter pour financer la médiathèque, et c'est celle qui s'applique maintenant. Si ce n'est pas une vision à long terme, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne nous a pas empêché pendant ce temps-là de faire des projets quand même structurants, en particulier la salle Alice Mia sur le mandat précédent, et qui est une réussite, et qui avait été respecté avec un budget prévisionnel qui avait été respecté presque à l'euro près. Également, le manque de perspectives annoncées qui était lié au DOB. Dans le DOB, il y a quand même eu une perspective donnée sur 3 ans et je pense que c'était raisonnable. Ça n'aurait pas été raisonnable d'aller plus loin. On a une échéance importante au niveau national en 2022 avec un possible changement à la tête de l'État ou une continuité, on ne sait pas, mais ça pourra avoir une influence importante sur nos ressources futures, surtout quand on voit la dette qui s'envole avec la crise sanitaire. Qu'en sera-t-il dans le futur de nos dotations de l'État? Est-ce que, comme la dernière fois, pour résorber cette dette, on va encore faire porter l'effort sur les communes? Donc ce serait un risque d'aller trop loin dans nos perspectives budgétaires et il est raisonnable d'attendre un petit peu pour envisager les perspectives de fin de mandat. D'autres choses vont influer, comme la réforme de la fiscalité locale qui pourrait se faire également plus complètement avec les révisions des bases plus loin que la simple suppression de la taxe d'habitation. Et puis également des bruits qui courent sur une augmentation des pénalités de loi SRU ou de pourcentages imposés. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer et il était donc raisonnable de ne pas faire une perspective trop lointaine lors du DOB, ce que Jean-Claude a très bien fait. Et puis, dans les perspectives, quand même, ça n'empêche pas d'avoir des projets. On a le projet Biennetech, bien sûr. On a la cuisine centrale aussi, qui est conjointement avec les autres communes de Saint-Sébastien et de Vertou. On a le centre de loisirs, le périscolaire. On a des projets d'études aussi pour le développement des écoles. Le collège qui va aussi se faire et auquel sera joint un équipement sportif. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui viennent là. Et tous ces projets, bien sûr, comme ça a pu être répété par les uns ou les autres, seront bien en lien avec tous nos objectifs verts et solidaires qu'on veut appliquer et qui sont nos valeurs premières. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non, bien, je vous propose de passer au vote. Donc nous allons voter sur le budget primitif 2021 tel qu'il vous a été proposé. Donc qui vote contre ce budget? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.